Un des poids morts qui encombre la droite et qui l'empêche d'incarner une véritable force culturelle efficace est son attitude nostalgique et vaguement défensive. Au lieu de ne célébrer l'histoire que pour contempler ce qui est déjà mort et se complaire dans les ruines, les hommes désireux de défendre leur civilisation feraient bien se concentrer sur l'élaboration d'une authentique offensive idéologique et sur la promotion d'une culture de droite assise sur des fondements solides. Car les idoles modernes ne pourront être renversées que si l'on s'appuie sur une vision du monde ferme et cohérente. Or, un des points sur lesquels il convient de revenir avant tout, c'est notre rapport au nationalisme et à l'Europe comme civilisation. C'est ce que nous verrons aujourd'hui avec Adriano Romualdi. Des mots comme nation et patrie étaient employés avec ferveur et déférence il y a un siècle encore. On parlait en grande pompe des frontières sacrées de la patrie, d'idées ou d'alternatives nationales, et le nationalisme, comme mouvement historique, comme mouvement culturel et politique, était le catalyseur d'une grande énergie créatrice. On a pu le constater chez des nations déjà bien assurées de leur existence, comme la France bien entendu, mais aussi chez de jeunes nations qui venaient à peine de réaliser leur unité politique, comme l'Italie ou l'Allemagne par exemple, mais aussi chez des peuples qui aspiraient à trouver leur indépendance, comme la Pologne, la Finlande, l'Ukraine, etc. Or, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce nationalisme d'origine romantique, qui était conçu et vécu comme la synthèse des valeurs d'un peuple par opposition aux valeurs des autres peuples européens, ce nationalisme a grandement perdu de sa force d'attraction. On peut y voir là un effet de la culpabilité que ressentent les Européens après les deux grandes guerres mondiales, mais peut-être faut-il y voir là la confirmation que ce nationalisme n'est simplement plus adapté aux enjeux de notre temps, que les différentes nations européennes n'ont simplement plus les dimensions requises pour mener une politique totalement autonome de nos jours. Cela ne signifie pas forcément que les enseignements des différents théoriciens du nationalisme ont perdu toute leur valeur, ni que le nationalisme, comme pensée politique, doit être nié au profit d'une idéologie cosmopolite et égalitaire, bien au contraire. Si le nationalisme classique est à dépasser, c'est par une analyse objective de ses échecs et de ses limites, et par une méditation en profondeur de ses intuitions. C'est pourquoi il m'a paru intéressant de me pencher aujourd'hui sur la pensée d'Adriano Romualdi, qui fut un esprit très précoce et qui nous a légué un bon nombre de réflexions fulgurantes avant sa mort prématurée. Pour cette vidéo donc, je me concentrerai principalement sur un petit texte passionnant de Romualdi, écrit en italien en 1973, et dont Philippe Bayet a proposé récemment une nouvelle traduction en français aux éditions Sentier perdu. Le texte s'intitule « La droite et la crise du nationalisme » et je m'appuierai également sur un autre petit texte de Romualdi intitulé « La culture de droite entre imposture et authenticité ». Le livre de Romualdi dont il est question aujourd'hui est précédé d'une large introduction qui favorise une meilleure compréhension du contexte politique dans lequel Romualdi a écrit ce texte, et cette présentation m'a été très utile pour préparer cette vidéo. Alors je vais enchaîner assez rapidement avec la présentation des réflexions de cet auteur, mais je voudrais toutefois commencer tout d'abord par évoquer brièvement la figure de Romualdi afin que vous puissiez le situer vous-même dans son contexte politique et que vous puissiez mesurer la portée de son œuvre. Adriano Romualdi
est un intellectuel italien né en 1940 à Forlì en Émilie-Romagne et mort en 1973 à Rome à l'âge de 33 ans seulement. Il est dès son enfance plongé dans l'âpreté du combat politique. Son père, en effet, Pino Romualdi, fut l'un des fondateurs du mouvement social italien, le MSI, en 1946. Le jeune Adriano commence donc à militer dès ses 15 ans dans l'organisation de jeunesse du MSI. Son engagement se caractérise principalement à l'époque par un anticommunisme radical. Et il faut en effet rappeler que le communisme était alors bien menaçant. La moitié de l'Europe venait d'être asservie par l'URSS et toute contestation était sévèrement réprimée dans le sang. On rappellera par exemple l'insurrection de juin 1953 en Allemagne de l'Est, le soulèvement de Poznan en 1956, ou encore l'insurrection de Budapest la même année qui inspira un célèbre chant italien, Avanti ragazzi di Buda, rappelant la bravoure des Hongrois face à leurs bourreaux. Tous ces événements suscitent de nombreuses manifestations de solidarité en Italie et le jeune Adriano et ses camarades marchent à Rome en soutien. Le Parti communiste italien, lui, indéfectible soutien de Moscou, organise des contre-manifestations qui provoquent, on s'en doute, de violents affrontements. Romualdi fait ensuite des études d'histoire et de philosophie à l'université de Rome, la Sapienza, et suit notamment les cours d'Augusto del Noce et de Rienzo de Felice. Il y soutient une thèse de doctorat en histoire contemporaine consacrée à la révolution conservatrice allemande. Il rencontre également une jeune Allemande durant ses études, qu'il épousera et avec laquelle il aura 2 enfants. Ces années d'études sont marquées par d'éternels affrontements avec les autres étudiants communistes auxquels il refuse de faire la moindre concession. Mais le combat le plus important pour lui était la lutte culturelle. De même que les communistes avaient compris, en disciples de Gramsci, que la puissance du parti s'appuyait principalement sur le développement du gauchisme culturel, Romualdi était parfaitement conscient qu'aucune reconquête politique ne serait jamais possible sans une reconquête des mentalités. Bien entendu, la puissance mondiale et politique du communisme venait d'abord de sa victoire militaire lors de la Seconde Guerre mondiale et de l'instauration de l'ordre de Yalta qui a partagé l'Europe entre la tyrannie soviétique à l'est et la domination américaine à l'ouest, mais l'avènement de l'hégémonie culturelle de la gauche marxiste dans les pays d'Europe de l'Ouest, lui, est le résultat d'un long travail de sape intellectuelle. Ainsi que le rappelle très justement David Rouillet dans la présentation qu'il offre au début de l'ouvrage de Romualdi, pendant que les partis communistes font mine de renoncer à la voie révolutionnaire, les intellectuels marxistes mènent une longue marche à travers les institutions pour parvenir à établir leur hégémonie culturelle. Dans toutes les universités, ils imposent peu à peu leur conception des rapports sociaux, la logique des dominants et des dominés, et leur interprétation de l'histoire, la lutte des classes. L'un des groupements qui aura le plus d'influence, à l'échelle de tout l'Occident, est l'école de Francfort. Représentée par plusieurs cercles de théoriciens néo-marxistes obsédés par les structures de pouvoir sous-jacentes de la société, ce courant donne une importance capitale à la sexualité vue comme une structure oppressive. Ce freudo-marxisme jouera un rôle essentiel dans le mouvement de 68, puis dans la nouvelle gauche post-68. C'est aussi lui qui a posé les bases de ce qu'on appelle aujourd'hui le politiquement correct. Adriano Romualdi entend donc bien tirer les leçons de cette victoire culturelle de la gauche. Cette dernière n'aurait pas été possible si les forces de droite avaient été en mesure de mener une offensive culturelle et surtout si elles n'avaient pas abandonné le domaine culturel tout simplement. La culture des partis et des militants de droite a trop souvent tendance à se réduire à des commémorations, aux récits des anciens combattants, à des chants militaires et patriotiques, ou encore à des collections d'insignes et de symboles. Or, la jeunesse européenne, qui aspirerait peut-être à autre chose qu'au triomphe des idées égalitaires, est en droit d'attendre une matière plus substantielle que des symboles repoussoirs ou des récits nostalgiques. La reconquête culturelle doit être totale et ne peut se limiter au folklore et au divertissement. D'abord et avant tout, le véritable homme de droite doit affirmer avec force que la culture n'est pas un simple ornement qui vient apporter un petit supplément d'âme à l'existence, ni une manière de briller en société.
Ce qui vient en premier lieu, écrit Adriano Romualdi, c'est une certaine manière d'être, une certaine tension vers certaines réalités. Puis il y a l'écho de cette tension sous la forme philosophique, artistique, littéraire. Le culte de la discussion et du relativisme du goût n'est pas celui de l'homme de droite. Son but, rappelle Adriano Romualdi, songeant certainement à Donoso Cortés, n'est pas de transformer le monde en un grand café ou en un parlement. La recherche intellectuelle et l'expression artistique de l'homme de droite n'acquièrent de sens qu'en tant que communication avec la sphère de l'être, avec un quelque chose qui, de quelque façon qu'on le conçoive, n'appartient plus au royaume de la discussion, mais à celui de la vérité, écrit-il. Un art de droite, donc, si une telle expression doit avoir un sens, ne consiste pas dans un choix de thèmes qui consonne simplement avec le discours politique de certains partis de droite. Il ne suffit pas de professer des idées hostiles à la gauche dans des romans, dans des films ou dans des chansons pour réaliser une culture de droite. Qu'est-ce que l'art de droite, demande-t-il ? Il ne s'agit pas simplement d'écrire de bons romans ou des poèmes différents par le contenu, mais d'exprimer une autre tension stylistique. Il existe des livres d'auteurs engagés à droite où l'on aurait de la peine à découvrir cette autre dimension. Mais elle peut affleurer chez des écrivains moins engagés, voire par exemple sur les falaises de marbre de Jünger. L'on pourrait difficilement trouver quelque chose de plus à droite que son livre. L'impersonnalité aristocratique de la narration, le style impeccable et scintillant, l'absence de la moindre trace de psychologisme bourgeois en font un modèle inoubliable. Un art de droite authentique aurait donc pour première vocation d'exprimer une nouvelle tension créatrice, une nouvelle façon d'être au monde. Mais la reconquête culturelle ne doit pas uniquement passer par l'art, reconnaît Romualdi. La droite ne doit pas craindre de s'emparer des nouvelles découvertes scientifiques, notamment en matière d'anthropologie, écrit-il, qui mettent à mal les utopies égalitaires et humanitaristes, en insistant au contraire sur les différences génétiques et héréditaires entre les hommes et les différents peuples entre eux. Et surtout, la droite doit être capable d'offrir une vision du monde forte et cohérente, diffusant petit à petit ses idées dans l'ensemble de la société, comme le fait la pensée de gauche. Tout le monde n'a pas lu Karl Marx, loin de là, et parmi les militants de gauche non plus, tant s'en faut. Pourtant, le langage d'une bonne partie de la société est façonné inconsciemment par les idées et les thèmes majeurs du marxisme et de ses multiples déclinaisons idéologiques. Ainsi, de même que la gauche a eu la force et le génie de proposer des doctrines plus ou moins unifiées grâce à l'ingéniosité de théoriciens comme Lénine par exemple, la droite doit être capable d'un même travail de synthèse et de puiser ses armes intellectuelles chez ses prédécesseurs, non pour répéter des combats désuets, mais pour récolter la sève de leur vision du monde. Pour donner quelques exemples, elle doit être capable d'offrir une véritable conception de la décision politique avec Machiavel, Joseph de Maistre, Donoso Cortés, Carl Schmitt par exemple, d'offrir une juste compréhension de la société avec Aristote, Louis de Bonald, Charles Maurras ou Vilfredo Pareto, une théorie de l'État adéquate avec Adam Müller, Hegel ou Ottmar Spann, une inspiration créatrice et audacieuse avec Carlyle, Nietzsche, Richard Wagner et Guillaume Fay, une philosophie de l'histoire avec Giambattista Vico, Gobineau, Spengler, Heidegger ou Giorgio Locchi, ou encore d'offrir un enseignement éthique profond avec par exemple Platon, Thomas d'Aquin, Julius Evola ou Dominique Venner. Les sources et les références philosophiques de la droite ne manquent pas, seul manque le travail, la rigueur et la volonté de fournir un utile travail intellectuel. Le jeune Adriano Romualdi incarne donc cet espoir prometteur d'un renouveau intellectuel de la droite en Italie et au-delà. Il recherche activement et étudie tous les fondements philosophiques qui peuvent constituer le soubassement d'une nouvelle offensive politique. Ses principales références seront Platon, le théoricien par excellence de l'état organique, Nietzsche, le pourfendeur des mythes égalitaires, et Julius Evola, qui est alors la référence intellectuelle de la jeunesse de droite italienne et auquel il consacrera une biographie à l'occasion de son 70e anniversaire. Mais l'un des thèmes de prédilection d'Adriano Romualdi, dont il sera question plus en détail dans quelques instants, c'est l'Europe. L'Europe comme civilisation, par laquelle seulement les Européens pourront à nouveau devenir sujets de l'histoire et s'affirmer face au monde comme une puissance. Son projet d'une Europe-puissance, indépendante des États-Unis comme de la Russie soviétique, l'apparente naturellement à d'autres théoriciens de l'époque, en premier lieu au théoricien belge Jean Thiriard, auteur de
un empire de 400 millions d'hommes, l'Europe. Pourtant, les deux hommes divergeront sur quelques points essentiels. Jean Thiriard, d'abord très anticommuniste, deviendra peu à peu anti-américain avant tout, au point de minimiser le danger venant de l'Est. Adriano Romualdi, en un sens, fait preuve de bien plus de réalisme. Oui, disait-il, l'Europe doit se libérer de la tutelle américaine, mais une telle libération ne sera possible que le jour où les Européens seront capables de se défendre eux-mêmes militairement, notamment face à l'URSS à l'époque, et lorsqu'ils seront de ce fait capables de remplacer la puissance de l'OTAN. Il ne faudrait donc pas prendre le problème à l'envers, selon lui. Tant que l'Europe n'est pas en mesure de se montrer autonome et indépendante, il n'y a pas à inverser les menaces et focaliser son combat contre l'OTAN et l'Amérique. De plus, comme on peut le voir malheureusement chez quelqu'un comme Jean Thiriard, l'anti-américanisme obsessionnel a bien souvent pour fâcheuse conséquence de soutenir sans discrimination tous les adversaires des États-Unis. Adriano Romualdi, lui, se méfiera très fortement de ces inclinaisons tiers-mondistes qui fleurissent dans de nombreux mouvements de la droite radicale. Car s'il peut y avoir une rivalité culturelle, économique et même politique entre l'Europe et les États-Unis, il demeurait bien conscient toutefois que pour les révolutionnaires du tiers-monde, la figure de l'occidental, entre guillemets, comme homme de souche européenne, est l'ennemi commun. Aussi, l'Europe de Romualdi n'avait pas pour seule fonction d'obéir à une simple logique de volonté de puissance, elle répondait à une question identitaire posée en profondeur. S'interrogeant sur les racines de son propre peuple, il en vient à se lancer à la recherche des racines et des origines communes des peuples européens. Pour cela, il se sert des travaux les plus récents en anthropologie, en archéologie, en philologie et en linguistique. La rigueur de ces travaux poussera même Jean Audry à le qualifier de pionnier des études indo-européennes. On rejoint ici un autre point essentiel de l'œuvre de Romualdi, note à nouveau David Rouillet. Il avait parfaitement compris ce qu'est la tradition. Il ne la concevait en aucune manière comme un passéisme ou comme un souhait de revenir en arrière. La tradition des Européens est tournée vers l'action, la conquête et l'innovation technologique. Les Indo-Européens inventèrent autrefois des chars de combat qui leur permirent de partir à la conquête du monde. Leurs descendants se lancent dans la conquête spatiale et l'exploration de la génétique. Par cette articulation de la tradition et de l'innovation, Romualdi préfigure ce que Guillaume Faye nommera presque 30 ans plus tard l'archéofuturisme. Malheureusement, cette figure prometteuse de la droite italienne ne pourra mener son œuvre à terme et déployer toutes ses intuitions. Le 12 août 1973, Adriano Romualdi mourra brutalement dans un accident de voiture à l'âge de 33 ans. Avec sa mort, écrit Julius Evola avec regret, la nouvelle génération de droite et d'inspiration traditionnelle vient de perdre l'un de ses représentants les plus qualifiés. Cette tragédie nous a assurément privés d'un théoricien de qualité qui nous aurait indiqué des voies nouvelles où la pensée de droite aurait pu s'épanouir. Il ne tient qu'à nous désormais de reprendre le fil de ses réflexions et de les déployer comme il le convient. Le petit essai dont il est question aujourd'hui, consacré à la droite et à la crise du nationalisme, s'ouvre donc sur un état des lieux sans concession. L'une des causes, et non la moindre, dit-il, de l'infériorité de la droite européenne par rapport aux autres forces politiques réside dans son incapacité à proposer une alternative qui soit à la hauteur de l'époque. Disons les choses franchement, les accents, les slogans, les symboles et les thèmes de cette droite sont désormais dépassés avec quelque chose souvent de pathétique et parfois de ridicule. On trouve à l'origine de tout cela l'usure rapide de la thématique du nationalisme après 1945, usure qui s'explique par la disparition de la raison historique des petites patries européennes face à la Russie et à l'Amérique. Nous vivons une époque de transformation rapide. Un très moderne chasseur-bombardier de 1960 risque de devenir, en 1971, une vieille épave. De la même façon, des idées et des intérêts qui avaient encore une logique historique en 1939, à l'époque des nations, risquent d'apparaître terriblement désuets en 1971, à l'époque des empires continentaux. Les différentes nations d'Europe n'ont pas les dimensions requises pour mener une politique autonome face à la Russie et à l'Amérique.
Le vocabulaire de la droite est désormais terriblement démodé et il ne faut pas s'étonner si les jeunes tournent le dos à la camelote. Comme pour Arthur Müller-Vandenbroek, Adriano Romualdi nous rappelle donc que l'homme de droite ne doit pas vivre de ce qui est d'hier, mais de ce qui est éternel. Il nous faut donc discerner, distinguer ce qui dans notre vision du monde est intemporel et relève des principes, et ce qui relève des circonstances historiques qui peut évoluer. La droite est presque systématiquement associée aux termes nation, nationalisme, militaire, réaction, conservatisme, etc. C'est un processus d'identification qui a une origine propre et qui doit être revisité, écrit-il. Non pas que tous ces termes soient forcément inadéquats, mais il ne faut pas en faire des fétiches, et il faut s'interroger sur ce que pourrait être leur sens aujourd'hui. Droite et gauche appartiennent au vocabulaire de l'Europe post-révolutionnaire, rappelle-t-il, car c'est à cette époque qu'apparaissent les deux fronts de la subversion et de la conservation. Mais la conservation, à laquelle s'identifie le camp de la droite, ne signifie pas seulement conservation de certaines institutions ou de certains privilèges. Ça a pu l'être, bien évidemment, dans un sens tout à fait superficiel et vain, mais c'est principalement la conservation de certaines valeurs liées à un certain type de société. Alors que la subversion, qui caractérise le camp de la gauche, n'est pas seulement non plus la rébellion ou la contestation de l'ordre établi, mais signifie plus généralement l'assaut contre tout ce qui est au fondement de l'ordre social, à savoir principalement le sang, la famille, la religion, la hiérarchie. C'est d'ailleurs l'une des plus grandes intuitions de Joseph de Maistre que la Révolution française ne fut pas seulement un événement historique grandiose pour les uns, satanique pour les autres, mais fut une époque, disait-il. La Révolution française a ouvert une nouvelle époque dans laquelle nous sommes plongés depuis lors, une époque qui est celle de la lutte entre les puissances de subversion et puissances de l'ordre, à savoir la lutte entre deux formes de modernité contradictoires qui s'affrontent. La Révolution, qui commença en Europe en 1789, écrit-il, et qui n'a pas encore pris fin, n'est pas la démolition de tel ou tel ordre social, mais la négation de toutes les valeurs sur lesquelles tout ordre européen a été érigé. Cela est déjà explicite dans les Lumières, le manifeste de la subversion. La presse progressiste d'aujourd'hui ne fait que répéter inlassablement les lieux communs énoncés en leur temps par Voltaire, Diderot, d'Alembert. La religion est un mensonge des classes possédantes, les traditions militaires, une mystique de boucher, les différences sociales, raciales, individuelles, une injustice, un coup du sort. Les Lumières, c'est l'anti-histoire, c'est la haine de ces forces du sang et de l'esprit dont le passé est pétri et qui ont fait l'histoire. Les Lumières étant la négation de l'ordre, la négation de la tradition, de la société, du passé, du sang, cette négation a entraîné une contre-affirmation très forte. Et c'est en ce sens que les premiers grands penseurs de droite sont même neufs par rapport aux penseurs des temps anciens. Car s'il est vrai que Joseph de Maistre, par exemple, s'inscrit dans l'héritage de Platon, d'Origène, de Saint-Augustin ou de Bossuet, il n'en est pas moins profondément novateur par l'originalité de ses vues. La défense même de la tradition de Bonald n'en est pas moins neuve, et ce dernier aspire même à fonder une science de la société, en précurseur de la sociologie. Les anti-lumières, comme Vico et Herder, opposent l'histoire et la culture à l'individualisme abstrait. Face donc aux négations des Lumières, la droite des contre-lumières, des contre-révolutionnaires ou des romantiques, qui ne sont pas exactement les mêmes toutefois, la droite redécouvre, l'idéalisant parfois, la tradition, le passé, le sang et l'histoire. Si la première réaction politique envers la Révolution est celle de la défense du trône et de l'autel, le prince de Metternich incarnant parfaitement ce premier légitimisme, les forces de l'ordre devront, après l'échec de cette politique, creuser plus profondément et trouver une légitimité nouvelle. Cette légitimité, on la trouvera dans le sang et dans la culture, dans ce qu'on appelle la nation. À la différence de la première réaction, on réintégra une bonne partie de la bourgeoisie comme classe sociale dans le sillon de cette solidarité nouvelle, cette solidarité nationale, et c'est ainsi que naquit un nouveau nationalisme
qui n'est plus celui de la nation révolutionnaire de 1789, mais le nationalisme comme force de l'ordre, avec des personnalités comme Bismarck en Allemagne ou Cavour en Italie. Assez rapidement, la nation devient en Europe le lieu où se rassemblent certaines valeurs, dit Romualdi, la tradition contre le nivellement, la discipline nationale contre le laisser-aller universel, l'honneur militaire contre l'internationale socialiste. Le nationalisme a ainsi tendu au maximum l'esprit de lutte, l'esprit d'affirmation et de sacrifice des Européens contre l'esprit de massification qui se répandait de plus en plus. Le nationalisme fut ainsi une grande force créatrice en Europe, insufflant au peuple une énergie nouvelle qui se marque dans de grandes réalisations nationales, les différentes nations rivalisant avec les autres et voulant se dépasser, ainsi que dans le réveil littéraire et artistique des nations. Peut-on imaginer par exemple Wagner et Verdi sans le réveil de la conscience nationale allemande et italienne? Peut-on imaginer également les œuvres de Taras Shevchenko et d'Ivan Franko en Ukraine ou celles des bardes de la nation polonaise comme Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, sans la volonté de voir leur pays retrouver leur liberté? Le nationalisme, consciemment ou non, fut le réceptacle diffus de l'énergie et de l'aspiration des différents peuples d'Europe. Toutefois, ces immenses bienfaits reposaient sur une limite et même assez largement sur une illusion qui fit à terme beaucoup de mal à tous ces peuples. Cette illusion, observe Adriano Romualdi, fut la négation de l'unité de culture en Europe. Cependant, écrit-il, les valeurs nationales reposaient sur une condition, que le monde tournât autour de la nation. Elle reposait sur un mythe historique à courte vue, pour lequel toute l'histoire n'existait qu'en fonction de la nation, et pour lequel chaque peuple avait à sa frontière un barbare au sens premier du terme, un locuteur d'une autre langue, et par là en quelque façon un méchant. La perspective nationale excluait l'Europe comme unité de race et de culture. En Italie, on parlait de Rome et du monde gréco-romain, mais l'on ne soupçonnait pas que les Grecs et les Latins étaient venus du Nord. En France, on parlait de la chanson de Roland, mais en oubliant que Charlemagne et ses paladins parlaient une langue germanique. En Allemagne, on exaltait le Reich, mais en évitant de dire que l'idée d'empire avait été transmise à Charlemagne par Rome et que la cathédrale d'Aix-la-Chapelle a été copiée sur la cathédrale Saint-Vital de Ravenne. La perspective nationale fragmentait l'histoire en blocs hostiles, capables de canaliser de grandes énergies en interne, mais contenant le germe de futures guerres civiles européennes. Et les valeurs nationales étaient liées à la foi dans la nation comme quelque chose d'éternel et d'impérissable, exactement comme les valeurs de la police et celles de la commune étaient liées à la foi dans le caractère impérissable de la police et de la commune. La réorganisation de l'histoire sur la base d'unités plus grandes aurait pris pour elle la forme d'une crise fatale. L'ascension de la Russie et de l'Amérique comme puissance continentale couvrant des territoires immenses et riches de toutes les matières possibles, mais aussi simultanément la montée en puissance de la Russie et de l'Amérique comme mythe, modèle, canon idéaux et ways of life, étaient destinés à éclipser les nations et à vider les vieilles patries de leur contenu idéal. La Première Guerre mondiale fut donc la révolution des nationalismes et fut la conséquence la plus funeste de cette tension extrême que les différents nationalismes avaient exacerbée en Europe. Toute cette incroyable énergie nationale fut gâchée dans ce massacre de 4 ans pour n'avoir pas su comprendre l'unité de l'Europe. Un charnier épouvantable qui n'eut pour seule conséquence de mettre 2 grandes internationales sur le devant de la scène, l'internationale du communisme et celle de l'américanisme, ce qui se traduisit politiquement par la prétention de la Russie bolchevique au leadership de l'Europe et la prétention de l'Amérique et du wilsonisme à s'asseoir en arbitre de l'Europe. Ainsi donc, à la suite de la Grande Guerre, dans l'entre-deux-guerres, la montée du fascisme fut ensuite un phénomène extrêmement complexe et ambigu qu'il conviendrait d'analyser en détail dans une autre vidéo. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que très rapidement, d'un côté, le fascisme apparaît comme une reprise, voire une exacerbation de l'ancien nationalisme qui avait mené à la Grande Guerre, et ce parfois d'une façon extrêmement caricaturale, avec la prétention de certains pays à posséder une histoire bien particulière et supérieure à celle des autres peuples européens. Et d'un autre côté, on peut voir dans le fascisme une sorte de réaction instinctive des peuples européens, craignant d'être broyés par les 2 mondes en devenir, de l'Ouest et de l'Est.
C'est le genre de crainte qui transparaît notamment, parmi bien d'autres exemples, qui transparaît dans l'introduction à la métaphysique de Heidegger en 1935, que je vous livre ici. Cette Europe, qui dans un incurable aveuglement, écrit Heidegger, se trouve toujours sur le point de se poignarder elle-même, est prise aujourd'hui en étau entre la Russie d'une part et l'Amérique de l'autre. La Russie et l'Amérique sont toutes deux, au point de vue métaphysique, la même chose, la même frénésie sinistre de la technique déchaînée et de l'organisation sans racine de l'homme normalisé. Si l'on ne veut pas que la grande décision concernant l'Europe se produise sur le chemin de l'anéantissement, c'est précisément par le déploiement de nouvelles forces spirituelles et historiques issues de ce centre qu'elle doit se produire. C'est ainsi que s'explique tout le tiraillement des nationalistes de l'entre-deux-guerres et du début de la Seconde Guerre mondiale. D'un côté, la seule France de Maurras, par exemple, qui tenait à défendre la nation française envers et contre tout, ou alors une sorte d'alignement des nationalismes aussi difficile que laborieux. D'un côté donc, perpétuer le nationalisme dans ses dimensions idéologiques et territoriales passées, quitte à risquer d'être renversé à terme par le communisme ou l'américanisme, comme l'Espagne de Franco et le Portugal de Salazar par exemple, qui firent ce choix, ou bien tenter de mener une action conjointe contre le communisme et l'Amérique, au risque d'être totalement subordonné à l'Allemagne. Et l'on sait quel fut le résultat. Quelles que furent les orientations politiques ou idéologiques de ces nationalistes gravitant dans l'axe, voici en tout cas, dit Adriano Romualdi, ce que fut leur analyse commune. Au moment où la Russie et l'Amérique se hissaient au rang de formidables détentrices de matières premières, aucune autonomie ou indépendance n'aurait été possible en Europe si l'acier de la Lorraine et de la Norvège, le pétrole de Ploesti et de Bakou, la sidérurgie de la Belgique, de la Ruhr, de la Bohême, du Donbass et de la Haute-Silésie ne s'étaient pas retrouvés entre les mêmes mains. Mais quoi qu'il en soit, la Seconde Guerre mondiale, dit Romualdi, a pulvérisé l'ancienne idée nationaliste en Europe. Dans une époque aussi révolutionnaire comme la nôtre, écrit-il, où les frontières ne sont pas des compartiments étanches, un patriotisme purement défensif et conservateur ne peut pas tenir face au vent de l'offensive idéologique qui balaie les continents. Toute fuite en arrière dans un patriotisme désuet, avec des images et des slogans remontant non pas à la Seconde Guerre mondiale, mais carrément à la Première, ne sert qu'à discréditer l'idée de la droite aux yeux de la jeunesse. Il ne suffit pas de descendre dans la rue avec le drapeau national pour que tout redevienne comme avant. Et c'est là toute l'illusion gaulienne, selon Adriano Romualdi, qui a observé la chute du général à partir de sa péninsule italienne. Dans la seconde moitié du XXe siècle, ou pire encore au début du XXIe siècle, à une époque où les anciennes valeurs nationales sont obscurcies par les grands mythes libéraux ou communistes ou de gauche en général, c'est une illusion de croire qu'un peu de grandeur diplomatique suffira à restaurer toute la dignité de la nation. Il faut avoir une idée à opposer aux différentes internationales qui rongent de l'intérieur la vie des nations, écrit-il. Il faut avoir une idée qui donne le courage, l'autorité, la légitimité de les combattre et de les mettre contre un mur. Mais cette idée ne peut naître qu'à partir d'une justification historique profonde. Elle ne peut naître que d'une nouvelle légitimité révolutionnaire susceptible d'être comprise par la jeunesse du continent. L'erreur de Gaulle a consisté à parler au nom de la France et non de l'Europe. Elle a consisté à croire que la France pouvait encore être grande en tant que France. Mais les Italiens, les Français et même les Allemands ne pourront désormais plus être grands en tant qu'Italiens, Français et Allemands. Ils ne pourraient l'être qu'en tant qu'Européens. Ce qui voue les nationalismes à l'ancienne à l'échec et qui les empêche d'opérer une véritable révolution provient d'un manque de légitimité suffisante. La légitimité dont parle ici Adriano Romualdi consiste à incarner une exigence historique, à sentir que l'on est une force vive qui s'affirme aux dépens de ce qui doit mourir. Or, il y avait un manque de conviction dans une telle légitimité dans le franquisme ou dans le gaullisme qui les a paralysés dès le début et qui paralyse tout nationalisme en Europe. Le consensus général se fait aujourd'hui autour des idées démocratiques et libérales incarnées par l'Amérique ou autour des idées de gauche. En général, écrit Romualdi, ceux qui croient que les vieux mythes nationaux peuvent encore s'opposer au prestige de l'américanisme et du communisme oublient que chaque petit enfant qui va au cinéma apprend que, au-delà de la petite Italie, il existe la grande Amérique,
face à laquelle la première n'est qu'un parent pauvre et joue le rôle de la chère vieille tante d'un autre temps et d'une autre génération. Or, on ne peut pas demander à une génération qui grandit avec cette réalité sous les yeux d'être inconditionnellement prête à tuer et à se faire tuer pour une patrie qui n'est plus que la vieille tante ou le parent pauvre. Mais il en irait d'autrement, continue-t-il, si cet enfant se savait citoyen d'une Europe unie, armée de bombes atomiques et capable d'envoyer un vaisseau spatial sur la Lune. Le nationalisme ne pourra retrouver sa légitimité historique qu'en s'adaptant aux proportions du monde moderne. Il ne pourra avoir encore un avenir que dans la mesure où il saura devenir nationalisme européen. Évidemment, cela suppose de se débarrasser d'un bon nombre de vieux schémas ou de vieux préjugés dépassés. Cela suppose une mentalité d'avant-garde pour proposer une idée, une alternative qui soit à la hauteur des temps. Mais il ne faudrait pas croire que nous sommes plus éloignés de cet idéal aujourd'hui qu'à l'époque où Adriano Romualdi écrivait son ouvrage. Car quand il écrivait ces lignes, faut-il le rappeler, la moitié de l'Europe subissait encore l'esclavage communiste et soviétique, un esclavage communiste qui avait été consacré par l'ordre du monde édicté à Yalta. Or, cet ordre de Yalta, dont l'antifascisme institutionnalisé était le garant des deux côtés du mur, cet ordre de Yalta s'est écroulé. D'ailleurs, soit dit en passant, qu'est-ce que l'antifascisme, si ce n'est une tentative de justifier l'asservissement des peuples européens et de réprimer tout réveil politique? La Russie contemporaine, de façon très intéressante, a recours au même argument antifasciste aujourd'hui pour justifier son invasion de l'Ukraine et pour tenter de retrouver son ancienne influence en Europe de l'Est, prouvant ainsi, par la même occasion, que l'antifascisme de l'après-guerre n'est vraiment qu'une manœuvre pour justifier, pour sacraliser l'ordre du monde édicté à Yalta. Or, il y a maintenant potentiellement en Europe un ensemble politique de plus de 400 millions d'hommes, ce qui surpasse les 300 millions d'hommes des États-Unis et les 150 millions de la Russie. Il y a donc un sérieux aggiornamento à réaliser à droite si l'on veut proposer aux Européens de se saisir de cette nouvelle opportunité historique. Car on peut se lamenter sans cesse sur le déclin de nos peuples, mais n'avons-nous pas non plus nous-mêmes, dans notre propre camp, notre part de responsabilité? Car après tout, quand on y réfléchit, quel choix s'offre aujourd'hui aux Européens dans la plupart de nos pays? La perpétuation du statu quo, à savoir un choix conformiste et confortable, l'accélération égalitaire avec la nouvelle gauche tiers-mondiste, ou alors une sorte de patriotisme retardataire et nostalgique qui ne semble même pas croire lui-même en sa capacité d'inverser le cours des choses. C'est donc ici que survient la tâche de la droite moderne pour la renaissance d'une conscience politique en Europe. Car la droite doit acquérir le sens de la dialectique, comme disait Maurice Bardèche. La droite doit acquérir une capacité dialectique qui consiste à analyser la réalité tout en soulignant ses contradictions et en cherchant à les dépasser, et non pas toujours rester au niveau du sentiment. Le nationalisme comme sentiment doit pouvoir entendre et respecter les buts que lui assigne le nationalisme comme doctrine. Car il faut être capable de choisir ses guerres, ce que font rarement les gens de droite, comme le regrettait déjà Maurice Bardèche une fois encore. Si l'on veut offrir aux Européens un projet qui ait du sens, un projet qui puisse provoquer leur enthousiasme, il faut être capable d'adapter notre vision du monde aux enjeux de l'époque. Si notre adversaire principal est la subversion égalitaire qui tend à détruire tout ce à quoi nous tenons, il faut lui opposer une force et une vision du monde qui soient à la hauteur. Qui dit droite moderne dit aussi nationalisme moderne, écrivait Adriano Romualdi. Et le nationalisme moderne ne peut avoir de dimension qu'européenne. Ce qui ne signifie pas que les différentes nations ne sont pas des degrés nécessaires à l'unité de l'Europe, mais que ce n'est qu'à un échelon aussi grand que celui du continent que pourra être mené un combat global pour la défense et le développement de notre civilisation. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous aurez découvert avec grand intérêt cette figure essentielle de la droite intellectuelle italienne. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu en bas de cette vidéo pour aider au référencement de celle-ci et surtout de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer la suite des vidéos. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à me faire part des réflexions qui vous seraient venues à l'écoute de cette vidéo.
Et pour conclure, je ne saurais trop vous inviter à découvrir et à approfondir de votre côté la pensée d'Adriano Romualdi, tout d'abord en lisant bien entendu le livre dont il a été question aujourd'hui, donc La droite et la crise du nationalisme, qui est un livre qui se lit très facilement, qui est plein d'intuitions fulgurantes, et donc c'est un livre qui mérite vraiment d'être lu avec attention. Le livre, comme je l'ai dit, est précédé d'une introduction très éclairante. Si vous voulez découvrir d'autres textes de Romualdi, 2 autres sont édités par Acribeia, à savoir La question d'une tradition européenne, qui montre l'intérêt de Romualdi pour la question indo-européenne. Le texte est d'ailleurs préfacé par Jean Audry. Et il y a un autre texte que je n'ai pas ici sous la main sur la migration nordique en Italie. Donc les 2 ouvrages sont disponibles chez Acribeia. Et comme ces 3 textes que je viens de citer sont traduits en français par Philippe Bayet, cela me semble la moindre des choses, de vous indiquer que Philippe Bayet est également le directeur d'une revue fort intéressante, une très belle revue qui s'appelle Sparta, qui a consacré... il y a 2 revues pour le moment, qui rassemble des contributions d'auteurs très intéressants comme Philippe Bayet lui-même ou Jean Audry par exemple. 2 dossiers ont été consacrés respectivement à Bachofen dans le premier numéro et à la figure de Sparte dans l'histoire. C'est une revue qui est assez exigeante mais qui mérite d'être connu et d'être lu avec attention. Donc voilà, je vous mettrai en description de cette vidéo tous les liens pour vous procurer ces ouvrages si cela vous intéresse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt, j'espère.